Alors, on va parler un peu de greffe cette fois-ci. Alors, le problème de la greffe, vous savez, c'est que dans l'aplasie, on est plus vieux, enfin, on reste pas jeune très longtemps. Et en pratique, la greffe dans l'aplasie, c'est souvent, on est plus à l'aise quand on a moins de 40 ans. Donc, je me suis servi là de publications pour illustrer ce que je vous dis. Ça, c'est une publication d'un collègue qui s'appelle Andrea Bacigalupo, qui est un collègue de Gênes, qui lui en fait s'est amusé à regarder si on avait fait des progrès, parce que cette limite de 40 ans, pour une raison qu'on ignore, est une limite qui persiste depuis maintenant des lustres. Et quand on a plus de 40 ans, on a du mal à aller à la greffe et à greffer les malades du fait des toxicités. Donc ce qui s'était amusé à faire Andrea, c'était de regarder si finalement, dans une période plus récente, on avait fait des progrès. Donc il avait repris, vous voyez, 330 malades, 329 malades qui avaient été greffés dans la période 2001-2009. Et puis il avait repris 439 malades dans la période 2010-2015. Et il avait essayé de comparer pour voir si on avait fait des progrès. Et donc, en fait, voilà, les résultats sont finalement, parlent d'eux-mêmes. Alors c'est toujours la même chose, c'est ce que je vous ai montré ce matin. En fait, c'est en fonction du temps. Malheureusement, on voit des patients qui décèdent et puis on arrive à un plateau qui indique le nombre de patients qui est en vie et donc guéris à long terme. Et donc, vous voyez que finalement, quand on greffe des patients après 40 ans, cette survie, c'est-à-dire la chance d'être en vie après la greffe, elle est un peu plus d'une chance sur deux. En tout cas, elle était à cette époque un peu plus d'une chance sur deux. C'est pour ça qu'on a du mal, nous, médecins, à se dire qu'après cet âge, finalement, eh bien, il faut vraiment aller à la greffe. C'est pour ça qu'on avait tendance à y aller de manière un peu contrainte. Et cette analyse, en fait, nous a permis quand même d'identifier plusieurs facteurs qui clairement impactaient la greffe. Le premier, c'est l'âge. Bon, ça, c'est vraiment ce que je vous ai dit depuis le début. C'est-à-dire que vous le voyez très bien, les patients qui ont plus de 40 ans, c'est un continuum, en fait. Plus on est âgé, moins ça se passe bien. 40-50 ans, puis 51-60, puis 61-77. On voit que le nombre de patients qui sont en vie après la greffe, eh bien, c'est quelque chose qui diminue. Et l'âge, on ne peut rien y faire. C'est-à-dire, finalement, quand vous avez 52 ans, si vous avez une aplasie médulaire, vous n'avez pas choisi de l'avoir à 42 et ça ne changera pas. Donc ça, on est obligé de faire avec. Donc ça, très clairement, c'est le problème depuis maintenant des lustres. L'autre chose qu'on a identifié dans cette étude, c'était quand même la façon de faire la greffe pouvait jouer un rôle. Et justement, dans ces façons de faire la greffe, il y a un point qui est très important, qui est le fait d'enlever les lymphocytes du donneur dans le patient. Je m'explique, on fait la greffe, et puis ensuite, une fois qu'on a fait la greffe, on fait la préparation de la greffe, on va donner des médicaments qui vont chercher à enlever les lymphocytes du patient, ce qui va permettre d'éviter, donc on va détruire le système immunitaire du patient, ce qui va permettre d'éviter que le patient rejette la greffe. Mais ces médicaments vont persister dans le malade. Ils ont une demi-vie qui est plutôt prolongée. Et donc, quand on va mettre la greffe, eh bien, ça va aussi retirer une partie des lymphocytes de la greffe. Et du coup, vous savez qu'on a une maladie dans la greffe qui s'appelle la maladie du greffon contre l'hôte, c'est-à-dire une réaction de la greffe contre le patient, que cette réaction en fait est très importante dans les pathologies malignes, puisque c'est ce qui va permettre le nouveau système immunitaire d'éliminer le cancer. Par contre, dans l'aplasie médulaire, on n'en a pas besoin. Et quelquefois, cette réaction peut être associée à des décès, et donc on n'en veut absolument pas dans l'aplasie. Et donc ce qu'avait montré ce papier, c'est que si on fait des greffes chez le sujet âgé, et même un peu chez le sujet jeune, puisqu'on en fait de plus en plus, c'est un papier qui est déjà vieux, en 2018, il faut absolument retirer, dépléter le système immunitaire et du patient et du greffon, en fait. Voilà. Et donc on a des moyens de le faire, ça s'appelle du sérum antilymphocytaire, ça porte bien son nom, un lymphocyte c'est le système immunitaire, donc un sérum antilymphocytaire et un autre médicament qui est à peu près le même, qui s'appelle le Campat, et c'est un médicament qui est très ciblé sur les lymphocytes. Et donc on s'est aperçu qu'en faisant ça, finalement, les résultats étaient peut-être un peu meilleurs. Et donc, pour l'histoire du Campat, alors ça c'est pas la peine de lire, écoutez ce que je vous raconte, c'est plus simple, mais en pratique, c'est les Anglais qui ont accès à ce médicament. Nous, on a accès, mais c'est moins simple. C'est-à-dire que
Vous allez voir tout à l'heure, la patiente qui va témoigner a été greffée avec cette approche, mais il nous faut faire beaucoup de démarches administratives. On n'a pas un accès simple à ce traitement en France. C'est un traitement qui a une indication dans une autre maladie neurologique, mais dans la greffe, il n'a pas d'indication, et donc il fait partie de ces médicaments qu'on utilise dans d'autres indications parce qu'on a un fort rationnel scientifique pour le faire, mais pour accéder au traitement, c'est plus compliqué. Donc vous voyez, les Anglais, eux, ils ont une expérience très importante avec ce médicament, parce qu'eux, pour le coup, c'est leur médicament de greffe. Et donc, ils ont greffé 65 patients, et donc vous voyez, il y en avait 38 qui avaient moins de 50 ans, 27 qui avaient plus de 50 ans, et ils ont fait ces greffes avec ce fameux conditionnement qui incluait cette déplétion, c'est-à-dire cette destruction du système immunitaire et du patient, mais aussi un peu du greffon, en tout cas, qui persistait au moment de l'injection du greffon. Et en fait, ce qu'ils ont montré, c'est que, alors c'est des courbes encore une fois, mais le message ici, c'est que là, c'est le nombre de GVH aigus, le nombre de GVH chroniques, et vous voyez très bien finalement que, eh bien, quel que soit l'âge, les courbes se superposent. En tout cas, les différences ne sont pas différentes. C'est un peu... C'est-à-dire que vous voyez bien que elles ne sont pas l'une sur l'autre, mais en fait, quand on fait des tests statistiques, eh bien, c'est pas différent. En tout cas, c'est pas significatif sur le plan statistique. Vous voyez ici la GVH aiguë, une GVH aiguë qui est plutôt faible, 10% c'est très faible. Et là encore, vous voyez, quel que soit l'âge, c'est pareil. Et puis la GVH chronique est de l'ordre de 20%. Là encore, quel que soit l'âge, c'est pareil. Et si on regarde en termes de décès, on voit que la survie est bien meilleure que ce que je vous ai montré jusque-là. Vous voyez qu'on est quasiment à plus de 80% de survie. Donc là, on est vraiment à 8 à 9 malades sur 10 qui vont survivre après la greffe. Donc on est quand même très très loin de ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et avec des causes de décès qui sont les mêmes quel que soit l'âge. C'est-à-dire que finalement, on voit que la toxicité de la greffe est la même avant ou après 50 ans. Donc ça, c'est un peu révolutionné les choses, qu'on s'est dit, finalement, il y a peut-être quelque chose à faire de ce côté-là. Et si on travaille sur le greffon, on va peut-être arriver à finalement être moins toxique et à faire en sorte que nos patients puissent être greffés plus tardivement. Et puis l'autre chose, alors ça j'en parle volontairement parce que c'est un papier européen et pas français, c'est-à-dire qu'en Europe, en effet, on n'est pas greffé de la même façon partout. Et en fait, on s'est aperçu que le troisième facteur de risque, c'était le fait de ne pas faire beaucoup de greffes dans la plasie médulaire par année. C'est-à-dire que là, vous voyez, c'est en fonction du nombre de greffes. Si les centres font plus de 3 greffes par an pour la plasie médulaire, c'est la courbe du haut, versus les centres qui font moins de 3 greffes par an, et c'est la courbe du bas pour la plasie médulaire. Vous voyez que les résultats sont meilleurs si on a plus d'expérience. Alors, je l'ai dit tout à l'heure à une famille, en France, ça n'est pas vrai. En France, tous les centres ont la même expertise, parce qu'en fait, on répond tous à une accréditation qui s'appelle l'accréditation JACI. Et si vous voulez faire des greffes en France, vous devez être accrédité JACI. Vous savez qu'en France, on est très surveillé sur la qualité des soins, que ce soit dans la greffe, que ce soit dans le soin courant. La Haute Autorité de Santé accrédite les hôpitaux tous les 4 ans. Et nous, on a une accréditation de plus pour la greffe qui est faite tous les 5 ans. Ce qui fait que, par exemple, le service de greffe de Saint-Louis a été accrédité 5 fois. Et donc à chaque fois, il faut qu'on remonte les façons de faire, comment on fait, etc. Et ça, c'est géré par l'Agence de la biomédecine. Et c'est plutôt rassurant pour nous, patients français, parce qu'en fait, tous les 5 ans, on fait des courbes de survie en fonction des maladies. Et on s'aperçoit qu'en France, quelle que soit votre maladie, quel que soit le centre où vous êtes greffé, le résultat est le même. Parce qu'on a réussi à s'accorder sur le fait de faire les choses de la même façon. Et ce qui fait que vous soyez greffé à Limoges, à Saint-Louis, ou à Lille, ou à Nancy, les résultats seront exactement les mêmes. Donc, si on en reste là pour la première partie, on sait que l'âge reste un facteur pronostic et que ce 40 ans, voire 50 ans, c'est quelque chose qui pour nous est très très difficile parce qu'on a du mal à passer outre. Mais on s'aperçoit que finalement, si on arrive à faire du SAL, de la déplétion, d'aller cibler le système immunitaire chez ces malades, et qu'on fait tous la même chose, mais ça en France on le fait déjà, peut-être qu'il y a une solution. Et puis en fait, ce qui s'est passé, c'est que depuis maintenant une dizaine d'années, même peut-être un peu plus, c'était en 2008, eh bien, il y a eu une nouvelle façon de modifier le système immunitaire qui est apparue dans le monde de la greffe en général, qui consistait en fait à utiliser de l'endoxan
après la greffe. Alors là, je sais que c'est pas simple à suivre, c'est-à-dire de faire de la chimiothérapie après la greffe. Et donc en pratique, comment ça se passe? Quand on fait une greffe, donc je vous l'ai dit, vous allez injecter le greffon après un conditionnement, et puis vous allez voir finalement que les cellules qui sont les plus réactives vont proliférer. Vous voyez ici qu'elles deviennent très grosses, et puis elles vont aller attaquer le receveur, alors que les cellules qui, elles, ne sont pas réactives, elles, eh bien, vont rester quiescentes, vont dormir tranquillement et vont développer au cours du temps, tranquillement, calmement, une nouvelle moelle. Et en fait, la force de faire après la greffe, au 3e jour et au 4e jour, cette chimiothérapie, eh bien, c'est d'aller éliminer ces fameuses cellules qui, elles, comme elles prolifèrent beaucoup, vont ingurgiter la chimiothérapie et vont mourir, alors que les cellules qui, elles, ne réagissent pas, eh bien, elles vont rester tranquillement et vont refaire votre système immunitaire. Et donc ça a été une nouveauté très importante parce que on avait cette solution des Anglais et encore une fois, un certain nombre de patients en ont bénéficié, dont la patiente qui va témoigner juste après, mais c'était très compliqué. C'est-à-dire qu'il fallait vraiment se battre avec l'étude. Enfin, se battre, non, parce qu'on ne se bat jamais... pas dire ça, parce que les agences de santé françaises sont quand même faciles à convaincre, mais il fallait à chaque fois faire des papiers, etc. Alors que là, finalement, bah oui, ça paraissait simple et c'est quelque chose qui était possible et faisable un peu n'importe où. Et donc, c'est ce qu'on a voulu mettre en place et c'est ce qu'on est en train d'essayer de mettre en place. C'est-à-dire, vous voyez, c'est un conditionnement très simple, en fait, où on rajoute quand même, de ce que je vous avais dit tout à l'heure, un peu de déplétion lymphocytaire avant la greffe. C'est un peu de la cuisine, j'en suis désolé, mais c'est un peu comme ça. C'est-à-dire qu'on veut vraiment que la greffe prenne, donc on détruit vraiment le système immunitaire du malade. Et puis derrière, vous voyez, quand on fait la greffe, on va aller rajouter ces 2 jours de chimiothérapie. C'est des doses très faibles. C'est vraiment... C'est des doses qui ne sont pas des doses toxiques. C'est des doses, par exemple, que nos collègues internistes utilisent à visée immunosuppressive dans certaines maladies auto-immunes. Et du coup, c'est de là où on s'est dit, bah, finalement, ça a l'air de marcher. Là, c'est les Italiens, donc c'est la même personne que je vous ai montré tout à l'heure, Andrea Bacigalupo, qui l'a fait en Italie, qui a utilisé cette approche, ce type de conditionnement pour des patients qui étaient âgés. Alors là, pour le coup, vous voyez, il a mis tout le monde. Il a mis de 26 ans à 70 ans, donc il y avait aussi des personnes beaucoup plus âgées dans ce groupe de malades. Et c'est quelque chose qu'il a pu développer dans un certain nombre de villes en Italie. Et en fait, ce qui montre dans cette étude, qui a été publiée depuis, bah, c'est que la survie est très bonne et que les GVH, qu'elles soient aiguës ou chroniques, étaient relativement faibles. Et du coup, forcément, ça pose question parce que ça pourrait vouloir dire que finalement, après 40 ans, eh bien, les malades qui ne répondent pas au traitement immunosuppresseur pourraient bénéficier d'une allogreffe. Chez les sujets de moins de 40 ans, ce n'est pas une question. On est tous d'accord, que ce soit un donneur géno tout de suite, un donneur dans la famille tout de suite, si jamais on en a un, ou une greffe après avec un donneur apparenté de registre, avant 40 ans, les résultats sont très bons. Mais après 40 ans, c'était vraiment la question. Et du coup, c'est le travail qu'on a fait au sein du centre de référence pour développer donc, le protocole à part. Et donc, c'est ce protocole qui vise justement à évaluer la greffe chez les patients qui sont âgés de 40 à 60 ans et qui sont réfractaires à un traitement immunosuppresseur. Donc, typiquement, des patients qui ont une aplasie médulaire sévère ou très sévère et qui, finalement, n'ont pas répondu au traitement immunosuppresseur. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on essaye d'autres traitements comme les androgènes ou autres, ou est-ce qu'on va à la greffe? Donc, nous, on a décidé de l'évaluer dans un protocole de recherche clinique. Donc là, pour le coup, eh bien, il faut un comité d'éthique, il faut que la NSM nous donne son accord, etc. etc. Et c'est un essai qui est désormais ouvert. Et donc, ce qu'on a décidé, nous, de pouvoir identifier, c'était une amélioration de la vie, non seulement d'être en vie, mais en plus sans GVH. C'est-à-dire, en gros, de revenir à une vie la plus normale possible, sans rejet de la greffe, bien entendu, et sans GVH. Et donc, le moment où on regarde, c'est 2 ans. Et donc, vous voyez, donc, l'objectif, ça va être d'avoir des patients qui sont greffés dans ce protocole, qui vont prendre, donc il n'y a pas d'échec de prise, qui ne vont pas faire de GVH, alors sévère, on peut faire un peu de GVH, mais une GVH qui soit vraiment minime, et évidemment, qui ne vont pas décéder. Et donc, c'est un protocole qui vient d'ouvrir, là, avec, vous le voyez, une étude qui va être développée dans l'ensemble des centres français.
On attend une cinquantaine de patients inclus, donc vous voyez 28 centres. Tous ces 28 centres, évidemment, font tous la greffe de la même façon, sont tous accrédités JACI, tous accrédités HAS, et là-dessus, il n'y a pas de problème. On a prévu d'inclure pendant environ 3 ans. Et l'idée, c'est justement de voir si ce qui semble être le cas, parce que c'est bien gentil de montrer des résultats sur quelques malades, et puis de finalement, après, le publier. Ce qui est bien, c'est de le prouver. Et pour le démontrer, en fait, on fait des protocoles de recherche clinique, c'est-à-dire qu'on demande à des patients, en effet, de participer à un protocole de recherche clinique dans lequel ils seront tous traités de la même façon. Et pour en arriver là, eh bien, il faut des financements pour pouvoir monter ces protocoles, il faut des autorisations réglementaires. On n'est pas comme, je vais le dire, mais on n'est pas comme Raoul, si vous voulez. On fait pas les choses comme ça, comme on veut, en disant que le patient a signé, puis en reprenant les dossiers qu'on veut reprendre. Non, on fait signer les malades sur un consentement, savoir s'ils sont d'accord pour participer à une recherche. Cette recherche a été validée par un comité d'éthique, elle a été revue par les associations de patients, a été validée par la NSM. Et ensuite, on voit ce que ça donne. Donc, qui va être éligible pour ce type de malade? En effet, les patients qui ont entre 40 et 60 ans, qui ont une aplasie médulaire sévère qui a déjà reçu les traitements de référence. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'amuser à aller en première ligne faire des greffes entre 40 et 60 ans, puisque jusque-là, je vous l'ai dit, on se posait même des questions de faire une greffe tout court. Donc on ne va certainement pas proposer ça à des patients qui n'ont jamais eu le traitement de référence. Donc d'abord, on commence par du sérum anti-lymphocytaire, de la cyclosporine et de l'L-Thrombopag, qui est le traitement de référence. Et puis ensuite, eh bien, tranquillement, on voit ce qui se passe. Si le patient répond, il a 80% de chances de répondre à ce traitement. À ce moment-là, eh bien entendu qu'on ne fait pas plus. Par contre, si le patient est réfractaire, eh bien, à ce moment-là, on pourra lui proposer cette greffe. Cette greffe, elle n'est pas proposée n'importe comment par n'importe qui, n'importe où. C'est-à-dire qu'on se doit de discuter de manière collégiale. On l'a mis dans le protocole, et ça aussi, la NSM y était très sensible. C'est-à-dire qu'on les valide dans nos comités de concertation pluridisciplinaire, c'est-à-dire, vous savez, ces réunions, le premier et le troisième mercredi du mois, où on discute les cas difficiles, et donc on est tous experts, pédiatres, adultes, biologistes, etc. Et c'est à ce moment-là qu'on dit, ok, il est en pleine forme, il est réfractaire au SAL cyclo, il y a un donneur de bonne qualité, donc on valide pour participer au protocole. Et ensuite, le malade, évidemment, décide, en fonction de l'information qu'on lui donne et du consentement, ce qui est très important, de participer ou non à cette recherche. En type de donneur, on a choisi les donneurs dans la famille, les donneurs non apparentés et aussi les donneurs haploïdentiques. Donc ça, je ne sais pas si vous en rappelez, je crois que j'en avais parlé il y a un petit moment, l'année dernière, il y a 2 ans. Voilà, pour dire qu'on pouvait, en fait, c'est facile, on reçoit la moitié du matériel génétique de son papa et de sa maman pour faire sa carte d'identité immunologique. Donc il y a une moitié du papa et une moitié de la maman. Et donc forcément, on a une chance sur 4 d'avoir su la même moitié que son frère. Donc on a 25% de chance d'être compatible avec son frère. Par contre, eh bien, on a quand même beaucoup plus de chances d'avoir reçu une même moitié du papa ou de la maman. Peut-être pas les deux, mais en tout cas une même moitié. C'est pour ça que les enfants peuvent tous donner pour leurs parents et qu'on peut retrouver chez les parents des donneurs pour les enfants, d'accord ? Et parce que manifestement, les parents seront toujours, enfin si c'est les vrais parents, seront toujours les vrais, entre guillemets, l'adoption ou autre, eh bien seront toujours des donneurs à moitié compatibles puisqu'ils ont donné au moins la moitié. Donc ça a ouvert un champ considérable de donneurs et on prend aussi ce type de donneurs. Il faut aussi évidemment, ça c'est notre soupe à nous, qu'il n'y ait pas d'immunisation, c'est-à-dire que la maladie hématologique n'ait pas déclaré des anticorps qui empêchent de faire la greffe. Et puis bien sûr, et c'est là où j'insiste beaucoup, c'est qu'il faut être en pleine forme. C'est-à-dire qu'il faut avoir un cœur qui fonctionne bien, pas d'infection évolutive, un foie qui soit nickel, un rein qui soit parfait. Enfin, il faut vraiment des patients qui, entre 40 et 60 ans, soient comme Fabien, quoi. Voilà, donc je voulais juste vous parler de ça et je vais prendre les questions. Vous voulez qu'on prenne les questions après ou c'est peut-être mieux. Et donc justement, Séverine va venir témoigner. Séverine, elle a participé, donc si elle a accepté de témoigner, elle m'a autorisé à parler de son dossier et de son cas. Et donc Séverine, elle était au moment en fait où on utilisait le protocole anglais. Et donc on a pu la greffer malgré le fait qu'elle avait plus de 40 ans et qu'elle avait une aplasie médulaire réfractaire au traitement immunosuppresseur. Et donc maintenant, on essaye de développer une autre approche qui sera non seulement accessible en France de manière facile, mais en plus de ça, ce qui est bien avec cette approche, c'est qu'elle sera accessible partout dans le monde, ce qui est aussi notre rôle, c'est-à-dire développer des médicaments qu'on puisse utiliser ensuite partout dans le monde.
Et on se met là-bas, c'est ça? Après? Allez-y. Voilà. Merci, Céline. Allez-y. Tu peux prendre le micro pour poser des questions à ce... Il y a un avantage chaud. Allô? Merci. Donc je disais que j'ai un avantage sur vous, c'est que j'ai déjà échangé avec Séverine. Donc en fait, j'ai aucune question à lui poser. Non, c'est pas vrai. Pour planter le décor, peut-être revenir au début de l'histoire. Oui. Comment on apprend qu'on est malade? C'était en gros à quel âge et il s'est passé quoi? Alors, je suis tombée malade en mars 2022. J'avais 47 ans. Tout bêtement, j'ai déclenché un zona dans le dos. Grosse fatigue, zona, plus de souffle du tout. J'étais essoufflée pour monter 2-3 marches. Donc j'ai consulté mon médecin. Donc j'avais plus de plaquettes, plus beaucoup de plaquettes, plus de globules rouges, plus de globules blancs. Donc hospitalisée à Orléans. J'habite à Orléans. Et du coup, hospitalisée une semaine donc en chambre stérile, où ils m'ont justement diagnostiqué l'aplasie médulaire. Et à partir de là, du diagnostic, il y a eu entre guillemets un transfert de dossier. Oui. Et c'est là qu'il y a l'échange avec le professeur Péfou de la Tour. Alors avant, ils m'ont fait le SAL, sérum anti-lymphocytaire, qui sur moi n'a pas fonctionné. Et du coup, après, l'hôpital d'Orléans a échangé avec le professeur. Et en termes de délai, c'était long, pas long? Non, parce qu'en fait, j'ai été diagnostiquée en mars 2022. J'ai été en chambre stérile en avril. Et ils ont échangé avec le professeur en mai ou en juin. Et est-ce que dès le départ, et on aura peut-être un complément, vous avez abordé la possibilité de la greffe ou pas? Orléans m'en avait déjà parlé, mais après j'attendais. Voilà. Il s'est passé presque un an entre. Un an entre les deux, entre le diagnostic et la greffe. Un peu plus d'un an. Mars 22 et j'ai été greffée en mai 2023. Alors là, c'est plus pour le professeur Péfou. C'est logique ce délai d'un an, c'est habituel, enfin dans le protocole anglais de l'époque. Non, c'est trop tard. Après, il y avait eu d'autres choses. Non, ce qu'on aime bien, c'est pouvoir greffer dans la première année de la maladie, mais il y avait plusieurs choses. Le donneur n'était pas forcément disponible, on a changé de donneur, après il y a eu les petites complications juste avant. Là, oui. Bon, donc il y a eu des choses qui nous ont décalé. Donc c'est vrai qu'habituellement, on aime bien greffer dans la première année, après le SAL cyclo. Après, pour être très honnête, si on reste dans les 2 ans, ça va. Mais c'est vrai que plus on attend, plus en fait le risque, c'est que le malade fasse des complications de sa maladie qui est devenue réfractaire, fasse des saignements, des infections, et donc des complications qu'on ne contrôle plus. Et en tout cas, quand on arrive à la greffe, il faut être absolument parfait sur le plan infectieux et pas présenter de complications. Donc c'est pour ça qu'il faut aller le plus vite possible. Mais bon, 1 an et 3 mois, ça va, c'est pas... Merci. Comment on vit ce délai d'attente? Psychologiquement, on parlait de psychologisme ce matin. Très long, très long. On a l'impression que ça n'arrivera jamais. On craque par moment. Non, parce que j'étais en contact avec le professeur tous les 15 jours. On communiquait par téléphone et c'était très long, mais bon, toutes les semaines, j'allais à l'hôpital me faire transfuser. Donc c'était long, mais c'est passé relativement vite aussi. Et après, tout s'est mis en place 2-3 mois avant la greffe. Tous les examens. Si je ne dis pas de bêtises, le donneur, c'est votre frère? Oui. C'est ça. Et lui, de son côté? Tout va bien. Ça, heureusement. Maintenant, non, sur le côté psychologique, lui aussi, il vous a accompagné, parce que plein d'autres, on attend et... c'est vrai qu'on n'habite pas du tout au même endroit, donc on échangeait comme on peut. Voilà, vous êtes greffé, oui. Enfin, si oui. je puis dire. Oui. Il se passe quoi? C'est tout de suite, maintenant, d'un seul coup, il y a un effet quasi immédiat, il faut quelques jours, quelques semaines? Les 3 mois après la greffe, c'est un petit peu compliqué parce que on est sous surveillance assez stricte quand même. Et là, la vie reprend, quoi. Et la vie reprend, donc au bout de 3 mois, en gros, c'est retour à la maison, en vie normale?
Déjà, je suis restée hospitalisée 3 semaines au lieu d'un mois parce que tout s'est super bien passé. C'est vraiment, encore une fois, c'est pas normal. Quand ça se passe trop bien, c'est pas normal non plus. Et après, 5 mois après, j'ai repris le travail. Enfin, j'ai eu beaucoup de chance. Donc il n'y a pas de, je dirais, de bouleversement d'un seul coup après la greffe, ça reste relativement progressif, même si c'est assez rapide. Ça a été très rapide. Ouais. Pas de... Non, tout, ça a repris progressivement, mais la famille aussi a été là pour m'épauler quand même, parce que sans eux, je n'y serais peut-être pas arrivée. Mais ouais, tout a repris, la vie a repris son cours comme avant. Et si aujourd'hui vous échangez peut-être ce midi ou encore en fin de journée avec quelqu'un qui envisage la greffe, vous lui dites oui, il faut y aller. Ah oui, il faut y aller. Il faut y aller. Pas d'hésitation. Quand on a toutes les choses de son côté, il faut y aller. Franchement, il y a des périodes compliquées quand même, hein, mais c'est une période dure et après c'est... Là, vous voyez, je me sens pas malade. Voilà, il n'y a plus que des petits médicaments à prendre, mais c'est... Voilà, la vie reprend. Entendu. Est-ce qu'on a des questions, que ce soit auprès de Séverine ou auprès d'une professeure Pécou-Blateau? Qui voudrait transmettre le micro? Oui. Est-ce que ça fait mal? La greffe? Non. En fait, c'est comme une transfusion. C'est le sang qui passe dans ton corps. Est-ce que vous avez vomi? Est-ce que j'ai vomi? J'ai été malade la nuit juste après la greffe. J'ai eu de la fièvre, des nausées. C'est tout. En fait, les cellules, elles savent d'elles-mêmes où elles doivent aller. Donc on ne les met pas directement dans la moelle, on les fait juste une transfusion et puis toutes seules, elles vont se mettre dans la moelle. Elles savent très bien que là où elles doivent se loger, et ensuite en 3 semaines à peu près, elles refabriquent du sang. Et en fait, les effets secondaires qu'on peut avoir, c'est les effets secondaires des médicaments qui préparent la greffe et aussi le produit qui congèle la greffe. Quelquefois, il peut donner comme ça des réactions, mais souvent on a des médicaments pour justement faire en sorte que ça soit moins de nausées, moins de famille, qu'on puisse contrôler tout ça. Et est-ce que tu es fatiguée plus souvent? Est-ce que je suis fatiguée? Non. Je suis encore un petit peu fatiguée, mais beaucoup moins qu'avant. Ouais. Est-ce que pendant la greffe, vous étiez encore plus fatiguée qu'avant? Autant fatiguée qu'avant, oui. Et une fois que je suis sortie de l'hôpital, ça allait mieux. Oui. Merci beaucoup. Je suis le papa, je suis désolé, on est bavard dans la famille. J'ai une question. Vous avez parlé tout à l'heure du médicament anglais et du coup de la manière de faire maintenant d'une autre façon pour la chimio, je crois, au bout du 2e jour ou 3e jour, je ne sais plus, je n'ai pas retenu le nombre de jours. Ça, c'était pour les adultes, mais du coup, pour les enfants, c'est pareil maintenant. On introduit cette possibilité-là pour éviter justement alors, je ne sais plus comment vous appelez ça, le problème de l'autre contre... Oui, la réaction du greffon contre eux. Voilà. Non, chez les enfants, c'est beaucoup plus simple. Comme souvent, les enfants sont capables de s'adapter beaucoup plus facilement que l'adulte. Les greffes sont beaucoup plus simples chez l'enfant. Et donc, on se sert de ce que je vous ai mis, le SAL, le sérum anti-lymphocytaire, qui est quelque chose qui remplace le Campat, qui n'est pas suffisant pour l'adulte, mais chez l'enfant, c'est largement suffisant. Les résultats sont très bons. C'est pour ça qu'on aime bien greffer les enfants, si possible, avant 14 ans. Voilà. D'accord, merci. Une question, si on greffe au-delà de 40 ans, ça veut dire aussi plus de besoin de donneurs? Mais en fait, comme on a étendu aux donneurs haploïdentiques, j'ai envie de dire, le donneur, on l'a quasiment tout le temps. Après, c'est vrai que de toute façon, on manque de donneurs de registre non apparenté, donc il faut continuer à s'inscrire. C'est une évidence, mais très clairement, depuis qu'on a élargi le spectre aux donneurs haploïdentiques, on n'a quand même plus vraiment de problème de donneurs. Par contre, ce qui est important, c'est que là encore,
C'est évidemment que Séverine, ça s'est bien passé, donc c'est un témoignage qui est très positif. Il y en a pour d'autres pour qui ça s'est moins bien passé. Et surtout, c'est de la recherche clinique et il y a des critères très, très forts pour l'instant, ce qu'on débute dans cette thématique. Donc ça veut dire que pour que quelqu'un soit greffé entre 40 et 60 ans, il faut vraiment qu'il soit en pleine forme, qu'il n'ait pas de contre-indication, qu'il ait un donneur. Ça peut arriver que même malgré tout, il n'y ait pas de donneur. Et c'est pour ça aussi que quelquefois, il faut pas non plus... parce que là, je vois bien, probablement que vous connaissez, ou dans la salle, il y a quelqu'un qui est dans cette situation et qui va arriver vers son hémato lundi en disant bah alors, ça y est, un truc ouvert, c'est génial. Ça reste de la recherche clinique. C'est-à-dire qu'on va l'offrir, nous, pour l'instant, aux patients dont on pense qu'ils peuvent vraiment bénéficier. S'il y a quoi que ce soit qui dépasse, s'il y a des tests hépatiques qui ne sont pas parfaits, si le rein n'est pas en pleine forme, ça veut dire qu'il y a plus de risques à faire ce protocole que de bénéfices. Donc c'est pour ça que c'est toujours compliqué la recherche clinique, parce qu'on a toujours envie de participer à des innovations thérapeutiques, mais il faut d'abord montrer que ça marche sur des patients qui en effet sont en pleine forme et peuvent bénéficier de la greffe, avant de pouvoir l'étendre à d'autres. Donc ne soyez pas frustrés, c'est pas le terme, mais déçus si jamais, pour des raisons X, vous êtes dans cette situation-là, et la RCP, puisqu'encore une fois, vous avez vu, c'est des discussions qui sont nationales, finalement, se dit que peut-être c'est pas un bon protocole pour vous. Ça, c'est des choses qui sont discutées. Par contre, en effet, pour des sujets maintenant de plus en plus, entre 40 et 50 ans, les gens sont vraiment bien. Et pour nous, de ne pas aller à la greffe, c'était terrible, quoi. On se disait, c'est quand même dommage, c'est un traitement curateur, on sait qu'on a passé par le traitement standard et que ça n'a pas marché. Et à ce moment-là, en effet, c'est une vraie chance de guérison. Et si la personne est vraiment en excellent état général, c'est une vraie solution. Merci. Ça renvoie à une autre question qui a été abordée dans l'atelier, et j'en profite, enfin dans l'atelier qui était ici, celui avec Gérard. On n'est pas guéri officiellement pour les banquiers, les assureurs. Là, en plus, avec l'âge, j'imagine que ça va être encore plus compliqué pour Gérard de gérer des dossiers comme ça. Enfin. Alors non, ça pour ça, l'administration, avec l'âge, non, il ne nous emmerde pas sur les guérisons. Il est là, Gérard, ou pas? C'est 2 ans ou 5 ans, je ne sais jamais, moi, le droit à l'oubli. Il n'y a pas de droit d'oubli. Il n'y a pas de droit d'oubli. Bon. En tout cas, moi, j'avais retenu qu'à partir de 5 ans, on avait le droit de ne pas plus parler de sa maladie. Non. Non. HPN, aplasie, n'ont pas de droit d'oubli. Et la greffe? Non, pas non plus. J'étais dans l'erreur. C'est dommage. Hein. C'est que les cancers solides? Oui, puis avec le gros problème de l'interprétation de la consolidation. Ça, c'est vrai qu'on n'est pas aidé par les assureurs. Hein. Ça, Et puis, j'en profite. Donc, faites bien gaffe à la rédaction des certificats, quoi. Parce qu'après, on se fait piéger. Un certificat pour une demande d'allocation adulte handicapé n'est pas le même qu'un certificat pour un assureur, comme vous venez de le dire. C'est même l'inverse, quoi. Oui, c'est clair. Je ne demande pas à faire un faux. Hein. La langue française a des ressources... Mais c'est vrai que nous, on est malheureusement confrontés à ça souvent, hein, puisque on greffe aussi des patients qui ont des pathologies cancéreuses, et évidemment, les résultats sont bien moins bons que pour une aplasie médulaire. Et on se retrouve à des interactions avec des assureurs qui sont... oui, mais pour les affections, pas toutes les affections cancéreuses, une bonne partie, là, on a le droit à l'oubli. Mais c'est une liste fluctuante. Hein. Mais il y a une liste. Ouais, bah c'est chiant. Hein. De toute façon, ils donnent d'une main, ils reprennent de l'autre. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Bonjour, c'est une question pour Séverine, du coup. Donc, tu as dit que tu avais été greffée il y a quelques années. Voilà. Tu as toujours des traitements en post-greffe ou pas? J'ai plus que l'antibiotique. À vie? Pendant 5 ans. 5 ans, ok. Ouais, Okay, plus d'anti-rejet, plus... Et les anti-rejets, c'était 2 ans? C'était pour moi 1 an et demi. J'ai arrêté au mois de décembre. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a... Juste devant, et avec le micro. Oui, bonjour. Moi, j'ai une question pour le professeur. C'est pour savoir, est-ce qu'on peut se remettre de cette maladie? Oui, une rémission spontanée. Oui, que ce soit dans l'HPN ou dans la PI, ça arrive. On a des patients dans l'HPN, on a à peu près, nous on a eu 5 patients là sur 15 ans qui ont vu leur clone disparaître et pour qui on a arrêté les traitements. Donc c'est rare quand même, hein, parce qu'on a 200 malades.
dont on s'occupe. Et dans l'aplasie médulaire, j'ai aussi eu des patients qui se sont améliorés spontanément. La seule chose, c'est que c'est exceptionnel. C'est à peu près 1 à 2% des malades. Et que c'est quand même compliqué quand un malade est transfusé à risque infectieux, qui en plus de ça est fatigué à cause de l'anémie, d'attendre cette potentielle illusoire rémission spontanée et de ne rien faire. Mais on a des patients, mais c'est absolument exceptionnel. Et sans qu'on sache pourquoi. Et la dernière que j'ai eue, elle s'est améliorée, puis finalement elle a rechuté, elle a été greffée. Donc, c'est plutôt pour Dr Péfo. Je voulais savoir s'il était nécessaire de greffer quelqu'un qui répondait très bien sous cyclo, enfin, qui se contentait bien de la cyclosporine. Non, il faut une indication d'allogreffe pour être greffé. Donc en pratique, un patient qui est en réponse sous immunosuppresseur avec des immunosuppresseurs qui sont à dose raisonnable, il n'y a absolument aucune raison d'être greffé. Pour être greffé, il faut encore une fois avoir eu le traitement de référence qui est le SAL cyclo et L-thrombopag, rechuter ou être réfractaire, hein, mais un malade qui a une réponse n'a absolument pas besoin de greffe. Même si elle est dépendante de la cyclo. Oui, alors on a des patients, ça c'est tout le problème de la prise de décision. On a des patients qui sont sous cyclosporine très longtemps, on sait que c'est un médicament qui est très bien toléré, il y a très peu d'effets secondaires, notamment à long terme. Moi j'ai des patients qui ont de la cyclosporine depuis 20 ans. Si on arrive à trouver la bonne dose qui permet d'avoir une numération normale, moi je dis toujours c'est un médicament qu'on peut prendre pendant la grossesse. Je dis toujours c'est mieux de rester comme ça et de ne pas prendre de risques plutôt que d'aller dans une greffe et de se retrouver possiblement avec... Parce que ça reste une loterie la greffe, c'est pour ça. Nous on essaye de contrôler tout ce qu'on peut contrôler, mais malgré tout on a des patients, même avec un donneur dans la famille, même jeunes, même avec le conditionnement meilleur de la Terre et même à Saint-Louis qui font des GVH gravissimes. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on a un patient qui est bien contrôlé sous une molécule où on sait qu'elle n'est pas toxique à long terme, on reste comme ça. Je vais poser une dernière question. Est-ce qu'il y a un âge limite pour le donneur Enfin, si le donneur est de notre famille, est-ce qu'il doit respecter un âge? Oui, alors, on n'aime pas aller au-dessus de 65 ans. Quelquefois, on se laisse convaincre vraiment dans des cas exceptionnels jusqu'à 66, 67 si le donneur est en pleine forme. Mais au-dessus, non, parce qu'encore une fois, le principe quand même, c'est que le donneur ne fasse pas de complications. Le donneur est sain. Donc en greffe, il ne faut jamais faire courir un risque à un donneur. Donc du coup, on n'aime pas trop aller trop loin dans l'âge. Merci. On a parlé de l'aplasie médulaire sévère pour les greffes à partir de 40 ans. Et les patients qui sont en HPN et qui sont soignés, sont stables, mais ils ont un donneur. Est-ce que pour avoir la guérison totale? Alors non, parce que encore une fois, le risque de faire la greffe par rapport aux inhibiteurs du complément est bien plus importante. Et donc à l'heure actuelle, dans le cadre des hémoglobinuries paroxystiques nocturnes, on ne greffe que les patients qui ont une évolution vers l'aplasie médulaire ou les patients qui ont une évolution clonale vers une leucémie aiguë ou une myélodysplasie. Mais on ne greffe pas les patients pour une HPN ou pour une thrombose. Parce qu'on sait que les toxicités liées aux greffes sont trop importantes dans cette situation. Alors là, oui, s'il y a une aplasie médulaire, à ce moment-là, on greffe. Mais on greffe sur l'aplasie, pas sur l'HPN. Je redis autrement, le patient reçoit du ravulizumab pour une hémoglobinurie paroxystique nocturne, il développe une aplasie médulaire qui a des critères d'allogreffe, on va le greffer sous ravulizumab. Une fois qu'il sera greffé, eh bien, l'hématopoïèse, en tout cas le système, le sang du receveur va disparaître, et donc à ce moment-là, on pourra arrêter le ravulizumab. Mais l'indication sera sur l'aplasie, pas sur l'HPN. Quelqu'un qui a une HPN avec des comptes stables, c'est pas une indication d'allogreffe. Non, c'est pareil. Et après une HPN? C'est pareil. Si l'HPN est bien stabilisé sous l'unitaire du complément et que l'aplasie n'est plus là, ça sert à rien. Est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle? Oui. Tout à l'heure, vous m'avez parlé d'une personne qui a rechuté avec l'aplasie médulaire. Et nous, au niveau de vie, est-ce qu'on peut jouer sur ça? Est-ce que quelque chose va déclencher la rechute ou pas? Alors, on n'a pas vraiment identifié de facteurs qui permettent de prédire la rechute. Ce qu'on sait, c'est que les patients qui répondent très bien au traitement immunosuppresseur ont un risque faible de rechute. Ça peut arriver quand même, mais souvent,
Quand on a plus de 10 grammes d'hémoglobine, plus de 100 gigas de plaquettes et plus de 1000 polynucléaires neutrophiles, la rechute est exceptionnelle. Après, les patients qui répondent moins bien, c'est-à-dire les réponses partielles, c'est-à-dire ceux qui ont d'autres chiffres qui sont un peu moins importants, à ce moment-là, il y a un risque de rechute qui est plus important. Mais voilà, tout ça, c'est sur un grand groupe de malades, et pour l'individu même, c'est toujours difficile de donner des conclusions fermes. Mais c'est la seule chose qu'on ait identifiée. Une dernière question ? Oui. Je sais que vous aviez déjà un petit peu répondu ce matin, mais l'aplasie médulaire, quand elle évolue vers l'HPN, elle évolue pas vers l'HPN, c'est une autre maladie, l'HPN. C'est-à-dire que si on démarre par une aplasie et qu'après, c'est l'HPN qui prend le dessus, mais l'aplasie n'y est plus. Alors, en fait, il y a toujours une aplasie. D'accord. Dans toutes les HPN, il y a toujours une aplasie parce que, comme je vous l'ai dit au début, pour que la cellule HPN puisse s'expandre, il faut qu'il y ait une aplasie acquise sous-jacente. Il faut qu'il y ait un processus auto-immun dans la moelle qui fait que le corps fabrique cette cellule HPN pour se défendre, pour sortir du stress, pour arriver à faire en sorte qu'il y ait une cellule qui donne du sang. Donc il y a toujours une aplasie. Après, la difficulté, c'est de savoir la sévérité de cette aplasie, qui peut être sévère, très sévère, et à ce moment-là, il faut la traiter. Et en effet, ça peut être des graisses, ça peut être des traitements immunosuppresseurs. Ou alors, une aplasie qui, elle, va être plutôt modérée, avec des comptes qui vont être à la limite de la normale, et auquel cas, ça sera l'HPN qui sera au premier plan. Mais souvent, c'est ce qui est difficile, et même pour... quand on enseigne ça à des internes en médecine, c'est compliqué de comprendre qu'il y a toujours une aplasie médulaire avec une certaine sévérité, et que dans ce cadre d'aplasie médulaire, il va y avoir un développement du HPN, soit qui va devenir hémolytique et qui va nécessiter un anticomplément, soit qui va rester juste un clone HPN qui va témoigner en fait que c'est bien cette maladie immune qui fait qu'il y a ces cellules qui apparaissent. Et toutes ces formes de maladies, aplasie HPN ou HPN hémolytique, peuvent faire des thromboses. Voilà. Et donc c'est cette entité-là qui s'appelle l'HPN, avec des expressions qui sont diverses. Une dernière question ? Est-ce qu'on peut retourner à l'école? Est-ce qu'on peut bouger? On peut courir? Est-ce qu'on peut faire des câlins aussi une fois qu'on a terminé la grève? Alors, d'abord, on ne va pas retourner à l'école. L'école va venir à toi à l'hôpital, pour commencer. Parce qu'on a maintenant une organisation qui marche très bien avec la possibilité de faire des cours à l'hôpital. Et puis ensuite, en effet, le but, c'est d'être guéri et de reprendre une vie normale, incluant l'école, malheureusement. Merci. Merci beaucoup, professeur. Je sais Avec que plaisir. vous avez d'autres engagements. Voilà. Et que vous êtes Je vous obligé de laisse. quitter. Merci beaucoup encore.